Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus des quatre coins de la France, ici pour ces rencontres nationales des retours d'expérience 2025 au CREPS de Nantes, placé sous, cette année sous le signe d'un défi aussi essentiel qu'ambitieux. Vous serez toutes et tous d'accord avec moi. Comment intégrer la valeur du sauvé? Alors pendant 2 jours, il y aura des ateliers, des conférences, une table ronde et puis des échanges sur vos retours d'expérience. Mais pour introduire cette journée, je vais tout d'abord donner la parole au président du conseil d'administration du SDIS 44, notre hôte aujourd'hui, monsieur Michel Ménard, que je vous demande d'applaudir. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue en Loire-Atlantique. Un très beau département pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Dans un équipement exceptionnel, le CREPS, qui a juste 4 ans et qui est situé à proximité du siège du SDIS, puisque nous sommes à 300 mètres, 400 mètres du siège du SDIS, donc c'est vraiment tout à fait adapté. Donc les conditions sont réunies pour un travail fructueux ce matin, et donc moi je ne veux pas être plus long et je passe la parole au directeur général. Merci Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS, Monsieur l'Inspecteur Général Cher Bertrand, merci également de ta présence. Mesdames et messieurs, chers collègues, très heureux également de vous accueillir au sein du CREPS pour ces rencontres territoriales du RETEX 2025. Alors j'avais noté quelques petits mots, mais je vais quand même reprendre ma petite fiche pour vous dire que vous êtes d'abord nombreux, c'est une satisfaction. C'est toujours très sympa d'ailleurs de retrouver quelques têtes que j'ai pu connaître dans d'autres affectations. Le plus dur pour moi étant d'identifier c'était quels SDIS précisément, mais j'en ai reconnu quelques-uns avec plaisir. Vous êtes nombreux parce qu'il y a plus d'une centaine de participants, vous le voyez aujourd'hui, une quarantaine de SDIS présents, et je veux évidemment tout d'abord remercier l'ensemble de l'équipe d'organisation qui bosse sur ce projet depuis déjà quasiment 2 ans qu'on avait ce projet en tête. Donc merci d'abord à eux pour cette organisation. Merci aussi, vous l'avez dit Président, au CREPS pour leur accueil. Ce sont nos voisins. On a des relations privilégiées avec eux depuis déjà 2 ans. Ils ont des locaux assez exceptionnels. Vous aurez l'occasion de les découvrir dans la journée et dans ces 2 jours. Le thème, vous l'avez vu aujourd'hui, l'intégration par les services d'incendie et de secours de la valeur du sauvé. La valeur du sauvé, on en parle depuis très longtemps dans les services d'incendie et de secours. Certains l'ont même déjà testé et mis en œuvre dans leur service d'origine. J'ai vu les collègues du 80 par exemple, il y a plus d'une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années, des essais étaient déjà réalisés sur certains feux industriels. Ça a été le cas ensuite sur d'autres services d'incendie et de secours. Et puis vous savez que c'est un sujet qui est très d'actualité aujourd'hui, avec d'une part, et je suis content d'avoir les représentants de la Direction Générale de la Sécurité Civile, les travaux nationaux sur le Memento, qui est attendu évidemment par tous les SDIS de France. Et puis un moment opportun, puisque c'est le Beauvau de la sécurité civile, vous le savez aujourd'hui. On en parle souvent avec le Président, je pense qu'on est face à un mur de l'impossible avec des charges opérationnelles qui explosent. Et on sait que demain, elles vont de toute façon continuer à s'accroître, que ce soit le secours à personne, le vieillissement de la population, mais aussi le réchauffement climatique et tous ses impacts sur les crises exceptionnelles. On pourra vous en parler au SDIS 44, je reviendrai tout à l'heure sur la présentation, mais on le constate, nous, quasiment chaque semaine sur le service d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique. Donc voilà, c'était le bon moment de travailler sur ces sujets. Alors le programme, il est assez dense, donc je vais essayer d'être assez court, mais vous allez d'abord assister à une table ronde ce matin avec plusieurs intervenants, et je les remercie par avance d'ailleurs d'avoir accepté cette invitation. Cet après-midi, vous serez sur les conférences thématiques qui vous offriront l'opportunité d'un partage de pratiques, tant sur l'évaluation de la valeur du sauvé que sur la structuration du retour d'expérience. On aura des interventions de l'ENSOSP, du SDIS 13, du SDIS 95, de la Fédération française des métiers de l'incendie et puis de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ce soir, parce que c'est aussi l'occasion d'avoir aussi un petit moment de convivialité, c'est en général toujours bien réalisé dans nos services, vous aurez sous le signe de la
convivialité et la performance sportive des ateliers thématiques qui sont d'ailleurs co-organisés avec notre hôte, le CREPS, ce soir. Et puis, vous aurez également la possibilité d'enrichir votre boîte à outils de spécialistes du RETEX et bénéficier d'autres partages d'expérience, le SDIS 13, le 31, le 54, le 84 et le 85 en termes d'évaluation de la valeur du sauvé. Alors là, plus spécifiquement sur les feux d'habitation et les feux d'espace naturel. Voilà. La matinée demain se conclura par un déjeuner propice à la poursuite des échanges et à la consolidation du réseau professionnel qui constitue une vraie richesse de nos SDIS. C'est vrai que ce réseau des RETEX existe depuis déjà quelques années, il y en a d'autres. Je pense à la communication, je pense à d'autres domaines, le contrôle de gestion. C'est une vraie richesse parce que notre force, c'est finalement cette coproduction État-collectivité territoriale en matière de sécurité civile. Sans SDIS, la départementalisation a apporté beaucoup de choses en 25 ans. Notre faiblesse, c'est finalement sans SDIS différents et qui n'ont pas toujours évidemment les liens et la coordination entre ces établissements publics. Donc voilà, ces réseaux qui se développent sur des spécificités particulières sont toujours très riches pour l'ensemble de nos établissements, et face à un monde qui se complexifie, on a besoin évidemment de renforcer ces liens et cette intelligence collective. Donc voilà, je veux vraiment vous remercier d'accepter de participer à ces 2 jours, et puis je vous souhaite surtout de très bonnes rencontres territoriales ici à Nantes. Merci. Ou à la Chapelle-sur-Erne. Merci messieurs, je vous invite donc à rester avec moi pour notre table ronde. Installez-vous bien sûr. Alors depuis plusieurs années, les services d'incendie et de secours ont renforcé leur capacité à documenter, analyser, partager leur retour d'expérience. Alors aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre. Mieux reconnaître ce que vous savez, pas seulement en perte d'éviter, mais en vie préservée, en impacts sociaux minimisés, notamment dans les territoires rendus plus résilients, car la valeur du sauvé n'est pas une simple ligne comptable, c'est aussi un indicateur de votre capacité collective à protéger, à prévenir, à reconstruire. Alors, comment mieux évaluer ce que l'on sauve? Comment intégrer cette évaluation en vos RETEX? Comment faire évaluer et évoluer les outils, les coopérations, les données disponibles pour en faire un levier stratégique? Avec nous pour en parler, et ils vont s'installer, eh bien on va commencer avec M. Christophe Delcan, directeur de la direction des assurances de dommages et responsabilités à France Assureurs, que je vous demande d'applaudir. On va accueillir Ludovic Mouré, directeur du patrimoine de la Nantaise d'habitation. Et il nous fait plaisir d'être avec nous l'inspecteur général Bertrand Vidot, sous-directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur. Installez-vous messieurs, les micros sont à disposition. Vos questions donc à nos invités à la fin de cette table ronde, on se donnera à peu près entre 20 minutes et une demi-heure justement d'échange. En préparant et avant de vous poser cette première question, notamment sur ce qu'on entend par cette notion de valeur du sauvé, est-ce que vous pouvez présenter rapidement votre structure et votre périmètre d'activité? On va commencer avec vous, Christophe. Oui, alors, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, et avant de me présenter, merci de cette invitation, puisque entre les assureurs et les sapeurs-pompiers, les liens sont historiques, et je vous l'évoquerai par la suite. Mais dans un premier temps, France Assureurs, c'est la fédération donc française des assurances, et le nom commercial maintenant, si je peux me permettre ce terme-là, puisque nous n'avons pas d'activité commerciale. Nous sommes là pour effectivement être l'interface entre tous les acteurs de la société et les assureurs. On regroupe 240 assureurs en France, que ce soit des sociétés anonymes, des mutuelles, des banques assureurs, des assureurs étrangers, enfin bref, tout le panel des assureurs que je vais essayer de représenter auprès de vous. Et juste un dernier point pour nous présenter. Donc historiquement, France Assureurs travaillait de manière importante sur le risque incendie, et notamment a été à l'origine de la création du Centre national de prévention et de protection, que vous pouvez peut-être connaître, qui a un grand nombre de partenariats avec les sapeurs-pompiers, notamment avec l'École nationale des sous-officiers. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour cette présentation. Ludovic, directeur du patrimoine de la Nantaise d'habitation.
Oui, donc Ludovic Bourrez, je suis directeur du patrimoine de la Nantaise d'Habitation. La Nantaise d'Habitation, c'est un bailleur social en Loire-Atlantique qui comporte 14 000 logements sur l'ensemble du territoire, dont 80% qui sont situés sur la métropole de Nantes. En tant que directeur du patrimoine, je pilote les stratégies de rénovation du patrimoine, de maintenance, mais également de sécurité. Où aujourd'hui, finalement, j'ai le regard un peu du sinistré, puisque je suis malheureusement souvent le terrain de vos interventions. À titre d'exemple, sur les 2 dernières années, on a eu, pour la Nantaise d'Habitation, 6 sinistres incendies. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Bertrand Vidot, monsieur l'inspecteur général. Bonjour à tous. Merci de votre invitation, Monsieur le Président, cher Stéphane. Merci pour l'accueil, bien sûr pour la participation de l'ensemble. Donc Bertrand Vidot, DG-CGC, je suis accompagné du colonel Maxime Corr, qui est le nouveau chef du bureau d'organisation des missions et des services nationaux de secours, et d'Éric Morel, un des artisans, mais pas le seul, puisqu'en fait il est à côté de Sébastien Salès, donc je considère que Sébastien Salès n'est pas au nom de la DG, mais il est presque. Il y a servi au sein de cette sous-direction que j'anime, composée de 3 bureaux, et qui se soucie de ce que Stéphane Morin tout à l'heure a pu porter sur les défis, les enjeux qui se font face à nous actuellement et qui encore seront plus que d'actualité. Donc, direction générale, avant tout, un rôle d'ensemblier en tant que tel. On n'est pas là, nous, et sans les acteurs de terrain, en fait, on a vraiment du mal à pouvoir produire, quand bien même, effectivement, après 25 ans de départementalisation, on a beaucoup de standards qu'on partage, et on a besoin, effectivement, de ce type de réseau, vous l'avez cité tout à l'heure, qui nous permet de co-construire ensemble. Il y a beaucoup de politiques publiques qu'on co-construit ensemble, et puis tout ceci devrait se concrétiser, Monsieur le Président, mon cher Stéphane, mes chers collègues, par les travaux du Beauvau, pour qu'on puisse probablement s'organiser pour faire face aux défis de demain. Donc une grande satisfaction à répondre, et bien sûr à la commande en fait aussi du terrain, mais sans le terrain en fait, sans l'action des services d'incendie de secours, sans les autres acteurs du secours, on a du mal en fait à construire seul. La direction générale est une toute petite direction générale, nous sommes 300. La direction générale dans l'ensemble de ces entités, c'est un peu moins de 2500 personnes. C'est probablement un des plus petits programmes budgétaires de l'État. Pour autant, sans le réseau de terrain, les acteurs de terrain que vous êtes, nous n'aurions pas cette reconnaissance. Je crois que le directeur général nous a partagé ce matin encore, dans le baromètre de la satisfaction de nos concitoyens, les services d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers et les autres acteurs du secours, bien évidemment, puisqu'on ne fait pas ça tout seul, sont plébiscités par nos concitoyens. Ouais. Et donc ça, c'est plus qu'une chance, donc sociétalement. Et donc c'est pour ça que je voulais aussi, moi, insister aussi sur ce point-là, au-delà de la présentation de la direction générale. Merci. Merci à vous pour cette présentation. Stéphane Morin, donc le SDIS 44. Je sais que chaque SDIS a ses particularités. Est-ce que vous pouvez nous présenter le vôtre ? Alors oui, quelques mots, parce que là je ne vais pas revenir sur le SDIS dans sa composante établissement public. Il y a un public averti devant moi. Peut-être revenir sur quelques chiffres qui vont permettre d'illustrer un petit peu le service départemental d'incendie de secours de Loire-Atlantique. Mission 80 000 opérations de secours chaque année. C'est bien en deçà des SDIS de notre taille. C'est un département de 1 450 000 habitants. Quand on se compare aux SDIS de cette catégorie A, finalement, on est bien en deçà, notamment sur le secours à personne. On devrait, théoriquement, avoir 20 000 opérations de secours à personne de plus chaque année. Donc c'est une des particularités du territoire qui est liée à l'organisation des ambulanciers privés sur le département. Je ferme la parenthèse sur la question des missions, mais c'était important de vous le dire. Sur les moyens et les ressources humaines, notre première richesse, c'est 5000 personnels globalement sur le SDIS 44. On a un fort volontariat, quasiment encore 4000 sapeurs-pompiers volontaires engagés dans nos rangs, 850 professionnels et 350 personnels administratifs et techniques. Et puis sur l'organisation ou l'implantation, un maillage territorial toujours assez fort. On travaille beaucoup avec le président sur ces sujets. 91 centres d'incendie et de secours sur le territoire du corps départemental. Donc voilà en quelques mots les composantes principales du service d'incendie de secours. Merci pour cette présentation. Monsieur Ménard, est-ce que vous pouvez présenter juste en quelques mots votre département ?
Le département de Loire-Atlantique, c'est 1 500 000 habitants, plus 16 000 habitants chaque année, 45 000 nouveaux habitants. Il y a les nouveau-nés, les personnes qui déménagent, mais ça se traduit par un solde net de 16 000 habitants. Évidemment, la métropole de Nantes qui représente à peu près la moitié en population de l'ensemble du département, mais nous sommes aussi un département rural. Je le rappelle parfois des collègues présidentes et présidents de départements. En dehors de la métropole, nous avons 700, 800 000 habitants, et donc c'est beaucoup plus que beaucoup d'autres départements. Nous avons la chance, alors nous avons 2 pôles quand même, donc c'est notre métropole, mais il y a aussi le bassin nazérien qui est important, qui est très industriel d'ailleurs. Ça influe aussi sur l'activité du SDIS. Donc le bassin nazérien très industriel avec les chantiers de l'Atlantique notamment, Airbus. Et puis nous avons tout un maillage de communes de 10 000 habitants environ qui permettent de bien vivre en Loire-Atlantique à peu près partout. Et nous avons la chance d'avoir des services publics, je dis souvent à Pontchâteau, à Blain, à Nord-sur-Erdre, à Valette, à Clisson, à Savenay, à Ancenis et j'en oublie. On a tous les services pour pouvoir rester au moins jusqu'à 18 ans, c'est-à-dire jusqu'au bac, à la fois l'éducation, les activités sportives, culturelles. Et donc c'est un département qui vit bien. Nous avons la chance d'avoir une dynamique démographique, un chômage qui est moins important que dans la moyenne nationale. Ça amène aussi à des contraintes, mais il faut mieux gérer la croissance que la décroissance. Bon, on a compris, en tout cas, c'est l'un des plus beaux départements de France, on ne va pas se mentir. Voilà. Il y a le président du Calvados qui dit toujours que c'est le plus beau département à l'exception de tous les autres. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une très bonne formule et ça, je prends. Alors, on va maintenant parler de cette notion de valeur du sauvé, hein, vous le savez, donc, qui dépasse la seule logique comptable pour toucher des enjeux humains, sociaux, économiques et territoriaux. Moi, j'ai envie de savoir, puisque vous avez chacun votre périmètre d'activité, comment est-ce que vous définiriez, vous, la notion de valeur du sauvé, d'un point de vue assureur, en quelques mots? Alors c'est une notion qu'on n'aborde pas beaucoup côté assureur, dont une définition complètement théorique, effectivement, ce serait l'économie réalisée suite à une intervention des sapeurs-pompiers sur l'indemnisation. Mais on manque cruellement de données quantitatives sur le sujet, je pense qu'on y reviendra. Et surtout, il y a un point dès à présent que je voulais indiquer, c'est que pour nous, assureurs, l'intervention des pompiers va effectivement limiter, on espère, l'incendie, mais peut avoir des conséquences dommageables qui ne sont pas directement liées à l'incendie. Je pense aux constructions de bois, par exemple, ou d'autres. Donc, pour nous, qualitativement, cette notion d'approche du sauvé n'est pas que comptable et peut aller beaucoup plus loin. Et on n'a pas une symétrie, forcément, de la définition entre nous. Très bien, mais c'est honnête, en tout cas, de dire que voilà, c'est une valeur, la valeur du sauvé, c'est pas quelque chose sur laquelle vous avez forcément travaillé. Alors, grande question pour la Nantaise d'habitation. Vous avez le droit de botter en touche. Hein. Vous faites une réponse de Normand. Hein. Allez-y. Je vais faire de réponse de Normand. Je rejoins ce que disait M. Delcan. C'est pas une notion qu'on appréhende chez les bailleurs sociaux. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, la valeur du sauvé, pour nous, elle a un enjeu avant tout social. Puisque l'intervention des services de secours, dans le cadre d'un sinistre, il y a le sinistré, il y a l'appartement sinistré, mais souvent, chez un bailleur social, il y a tous les voisins. Et la valeur du sauvé, c'est comment on va prendre en charge tous les voisins de l'immeuble, comment on va éviter le traumatisme pour les habitants, et comment on va faire en sorte, finalement, de remettre en service un immeuble le plus rapidement possible pour éviter de rajouter au traumatisme de l'incendie du voisin qu'on a croisé le matin en faisant ses courses, le traumatisme d'un relogement, d'un changement de secteur, d'un changement d'école, etc. Alors vous allez nous en parler tout à l'heure, effectivement. C'est intéressant d'avoir ces deux points de vue. Alors, d'un point de vue pompier, alors, la valeur du sauvé. Alors, Monsieur Vidot, Monsieur Morin, allez-y. Bah, moi, je pourrais rebondir, hein, Monsieur Vidot, bien sûr. J'espère qu'on va être franchise, j'aurais dû te laisser la parole en premier, d'ailleurs. Pour moi, parce que pour avoir déjà travaillé, je vous disais que c'est des choses qui tournent dans les SDIS depuis déjà quelques années,
c'est réellement l'estimation des bénéfices directs et indirects pour la société au sens large. Alors, une fois que je vous dis ça, estimation des bénéfices directs liés à l'action des services d'incendie de secours. Bien sûr. Quand je vous dis ça, c'est évidemment, on pense au plan économique, l'exemple typique, feu de forêt, on arrive à arrêter le front de feu à tel endroit, on a sauvé tant d'hectares de forêt. Bon, voilà, c'est clairement économique. J'aurais pu commencer par les vies humaines, les blessures graves. Là aussi, il y a évidemment un intérêt économique pour la société, mais il y a tous les bénéfices indirects. Sociaux, vous le disiez, j'entendais, en tout cas j'écoutais attention ce que vous disiez. Ça, c'est difficilement, c'est pas mesurable, c'est pas monétisable. Pourtant, c'est bien important, le sentiment de sécurité, le sentiment de bonheur au sens très large de la société. Donc, il y a beaucoup de choses sur les effets aussi indirects liés à cette valeur du sauvé. Mais on aura l'occasion d'y revenir et peut-être juste terminer, parce qu'on pense tout de suite à l'action des sapeurs-pompiers, et on en revient sans doute, c'est notre première mission, celle de la prévention des risques. Ça a aussi beaucoup d'apports, et je pense même qu'on n'investit sans doute pas assez sur ce domaine-là, pour renforcer justement les bénéfices de la société. Et je pense que Ludovic aura des choses à dire sur ce sujet-là. Bertrand, vous voulez compléter? Oui, merci. Concept complètement et pleinement partagé avec celui que vient d'évoquer Stéphane Morin sur la définition en tant que telle. Pour autant, l'action, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est essentiellement fait sur le curatif. Voilà, c'est un séisme, on vient, ça donne du sens, effectivement. Je vais juste rappeler ou appeler en tout tas de cause, c'est 300 personnes qui meurent aujourd'hui, 323 en 2024 pour être le plus précis possible, qui meurent dans un feu dit de contenant, sur les trois types de contenants que sont l'habitation, les établissements souvent du public et puis les bâtiments à usage professionnel. C'est malheureusement presque 292, je crois, de mémoire sur l'habitation collective. Et sur l'habitation collective, on a un peu plus de la moitié qui sont sur du collectif, enfin sur du collectif, les habitations, pardon, sur les 200, et non plus de la moitié en collectif. Donc c'est sûr que le feu de pavillon des difficultés à avoir des mesures de prévention, autres que celles des DAF. Je crois que c'est bientôt les 10 ans des détecteurs autonomes, nos fameux DAF. Donc ça, c'était une mesure de prévention, Stéphane, effectivement, c'est une cité, c'est un bien gagné en tant que tel pour la société d'une manière générale, la société française. Donc il nous faut probablement, le memento, mes collègues vous le présenteront tout à l'heure, actionne essentiellement l'axe aujourd'hui sur la partie curative. Alors, pour autant, sur le préventif, il faut qu'on continue effectivement à travailler et à mettre en avant les actions. Alors, il y a une obligation aujourd'hui dans le Code général des sécurités territoriales, je vais y arriver, le CGCT, qui prévoit que le conseil d'administration doit délibérer sur les moyens dédiés à la prévention, en fait. Donc le nombre de préventionnistes, les moyens, les systèmes d'information, ainsi de suite. Je pense qu'effectivement, comme le dit Stéphane, c'est un champ qu'il faudra demain investiguer un peu plus. Ouais. On en discutait un peu sur la RCCI, donc la recherche des causes et circonstances d'incendie, mais toute la partie préventive mérite probablement d'être beaucoup plus développée. Donc je voulais axer mon propos non pas sur la définition, mais sur le champ. L'objet d'aujourd'hui, c'est du curatif. Demain, je pense qu'il faudra aller sur le préventif. Et pas uniquement sur l'incendie, il y a aussi sur la partie, Stéphane, Président, vous le disiez tout à l'heure, on a un vieillissement de nos populations. Donc tout ça, c'est à intégrer en fait dans notre champ, qui mettra encore plus en avant et donner du sens sociétal à nos effectifs. On parlait tout à l'heure en aparté du compte-rendu de sortie de secours, de la donnée. La direction générale a réuni il n'y a pas très longtemps son comité sur la gouvernance de la donnée dans le but de développer l'intelligence artificielle. On le fait, je l'ai dit encore tout à l'heure, avec vous, avec les services d'incendie de secours, on ne peut pas faire autrement. Et les sujets doivent être portés par les services d'incendie de secours qui sont les praticiens. Nous, on est là pour vous aider, pour modifier les textes, les proposer dans le débat et le jeu interministériel, avec un certain nombre d'acteurs, bien sûr, dans leur dialogue avec l'État, mais aussi sur toute la partie, bien sûr, de l'habitation. C'est un gros teasing que vous me faites là, sur l'innovation, la data, et là, Bertrand Vidot, il s'est dit, allez, j'y vais, j'élargis le champ des possibles. Monsieur Ménard, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition qui a été donnée par Stéphane et aussi par Bertrand en quelques mots, parce qu'après j'aimerais qu'on parle et qu'on avance, parce que on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de sujets à aborder, notamment sur le soutien institutionnel et les politiques publiques. Oui, c'est difficile de donner une définition de la valeur du sauvé. En tout cas, c'est une question de prévention d'une façon générale dans tous les domaines. Alors évidemment,
pour prévenir les risques incendies, qui est le cœur du métier des pompiers, mais les départements qui gèrent les routes ont un rôle éminent dans la prévention des accidents de la route, et on n'arrive jamais au bout. Et donc toute la question de la prévention, c'est comme en médecine, bénéfice-risque, jusqu'où on va, parce que on peut toujours aller plus loin. Dans l'absolu, on peut toujours aller plus loin. Si je prends sur les questions de médecine, ce serait mieux que tout le monde fasse un bilan complet tous les ans, voire tous les 6 mois, pour voir si tout va bien. Mais c'est pas soutenable. C'est pas faisable parce qu'on n'a pas les professionnels, et c'est pas soutenable. Et donc, c'est quel est le bon niveau à trouver pour éviter des drames, évidemment, et éviter que ça coûte cher à la société, parce que évidemment on parle toujours du coût d'un drame, d'un incendie, etc. On ne parle pas de ce qui a été évité. Je me souviens de Jean-Luc Glaise, président de Gironde, qui disait les journalistes, il y a 3 ans maintenant, 22, n'ont pas arrêté de dire combien de maisons brûlées, et il n'y a jamais eu combien de maisons sauvées. Et donc ça, c'est une vraie question. Mais il y a aussi, au-delà des questions financières, il y a les questions humaines, psychologiques. Quel traumatisme éviter quand on a pu sauver une personne, sauver des biens. Donc, mais en tout cas, c'est une préoccupation constante que nous devons avoir, et puis après, à voir où est-ce qu'on met le curseur, jusqu'où c'est soutenable. Et parfois, l'effort supplémentaire qui peut coûter extrêmement cher apporte finalement de façon marginale. Donc il faut trouver le bon équilibre. Alors justement, j'aimerais qu'on en vienne au soutien institutionnel. De quelle manière les politiques publiques, et vous avez raison de garder le micro, Michel Ménard, de quelle manière les politiques publiques actuelles peuvent-elles justement évoluer pour mieux soutenir la valorisation du sauvé et renforcer la capacité des territoires pour faire face à ces enjeux que vous venez d'évoquer? Alors pour les services départementaux d'incendie et de secours, les financements viennent quasi exclusivement des départements pour une bonne moitié, et du bloc communal, intercommunalité beaucoup, ou communes d'autre part. Et nous sommes contraints actuellement par les finances publiques, et donc là, de la même manière, il faut qu'on regarde ce qui est indispensable, mais avec ce que nous pouvons faire. Parce que là, c'est pareil. Si nous n'avions pas de contraintes budgétaires, je vois bien qu'on pourrait acheter plus de véhicules, plus performants, les renouveler plus vite, en avoir plus dans chaque caserne. Donc là, c'est pareil, on peut aller toujours plus loin. Ouais. Et donc, il faut trouver le bon équilibre. Mais nous sommes dans une situation, les collectivités sont dans une situation très compliquée, puisque c'est l'État qui nous fixe les objectifs. Et puis, mais qui finance peu. C'est quoi, 3% peut-être à peu près? On va donner la parole à Bertrand. Ça doit être à peu près cela. C'est pour ça, mais je pense qu'on y reviendra. Nous avons quelques idées d'amélioration du financement des SDIS, et nous attendons beaucoup du Beauvau de la sécurité. Je trouve que ça met beaucoup de temps, et j'espère que le temps d'attente, en contrepartie du temps d'attente, nous aurons des réponses à la hauteur. On comprend votre impatience, Michel Ménard. Bertrand Huidot, vous voulez peut-être répondre, et après on va donner la parole aussi à Christophe Delcamp, parce qu'il y a aussi un rôle au niveau de l'assureur. Bien, merci. Oui, l'État en fait est peu visible aujourd'hui dans le financement en fait des services d'incendie de secours par le jeu en fait du reversement de la fameuse TSCA au département. Monsieur le Président, vous l'avez dit, aujourd'hui on est arrivé à un point stratégique du financement pour faire face en fait à l'ensemble des besoins, comme vous avez pu le rappeler les uns et les autres. Nous y travaillons, bien évidemment. Moi, je suis juste le porte-stylo, le porte-crayon avec mes équipes, mais ne doutez pas, en fait, effectivement, de l'investissement du directeur général auprès des autorités ministérielles, de la direction des sapeurs-pompiers, pour faire en sorte que les sujets du financement qui nous permettront, bien sûr, d'outiller un peu mieux cette valeur du sauvé, en agissant sur le levier financier,
doivent voir le jour parce que nous sommes justement à la croisée des chemins. Au-delà du financement, bien évidemment, c'est de pouvoir s'y intéresser. C'est déjà la première des choses, de s'intéresser à ça, parce que ce premier pas, aujourd'hui, il est aussi, et il faut qu'on convainque, arriver à convaincre, en fait, donc on est essentiellement une majorité d'officiers dans la salle, je ne suis pas sûr qu'on ait des sous-officiers qui sont chefs d'agré aujourd'hui. Le commandement personnel, aujourd'hui, il est fait par des sous-officiers. Donc la donnée, en fait, de terrain pour valoriser, en fait, cette valeur du sauvé, elle viendra du chef d'agré, du premier COS, du deuxième COS, du troisième COS. Et si on n'a pas, en fait, effectivement, cette culture commune de la donnée, de cette véracité de la donnée, vous le citiez tout à l'heure, on aura du mal, en fait. Donc c'est déjà s'y intéresser, prendre conscience, changer, en fait, notre façon de voir le fameux CRSS. La prise d'appel, c'est pareil. En fait, toutes les données nous permettront d'aller et de développer effectivement ces politiques d'abord de prévention en amont, puisque, si j'ai cité l'IA tout à l'heure, effectivement, ce sera probablement un des outils, ce n'est qu'un outil d'aide à la décision, qui nous permettra de mieux prendre en compte, en fait, cet accompagnement, ce soutien institutionnel. Donc il y aura probablement un certain nombre de crédits sur le champ du numérique. Vous savez qu'il y a la transformation numérique de nos organisations. Le ministère de l'Intérieur développe un certain nombre de choses. Il y a des SDIS qui se sont fait financer sur des projets de l'IA. C'est dans ce sens qu'on veut aussi Donc c'est le financement des innovations. C'est le financement de l'innovation qui est un des leviers financiers. Certes, il ne correspond pas en fait à l'attente sur le financement structurel du service d'incendie et de secours, mais il permet en tout état de cause de poursuivre cet intéressement en fait à la valeur du sauvé et le développement en fait de ces outils pour aller sur l'objectif que nous sommes en train de nous tracer tous ensemble. Alors, comment les élus et les décideurs peuvent-ils être mieux sensibilisés justement à cet impact social des interventions pour renforcer leur engagement budgétaire, je parle bien leur engagement budgétaire envers les SDIS? Est-ce que vous voulez prendre la parole tout d'abord, M. Ménard, et après je donnerai la parole à Christophe Delcamp? Mais les élus locaux, que ce soit du bloc communal ou départementaux, sont très sensibilisés. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder l'évolution du financement des SDIS ces dernières années. Nous, en Loire-Atlantique, nous appelons systématiquement le financement du bloc local au maximum. C'est limité au niveau de l'inflation. Donc on a eu une réforme il y a quelques années, mais je vous passe les détails. Mais sinon, on regarde chaque année jusqu'où on peut appeler. L'an dernier, on pouvait appeler jusqu'à 1,7. C'est bien ça, 1,7%, donc on a appelé 1,7. Cette année, ce sera peut-être 0,7, 0,8, 1%. Donc cet effort est fait. Le département, avec ses contraintes, a dû ralentir son soutien, mais en 2021, 22, 23, nous avons à chaque fois voté des dotations complémentaires en cours d'année. Je me souviens, ça doit être en 23, nous avons ajouté 4 millions d'euros en cours d'année par une décision modificative pour accompagner le SDIS. Et ça, nous ne pouvons plus le faire. Donc la question n'est pas de nous sensibiliser. La question, c'est que l'État nous donne les moyens. Et le vrai problème, particulièrement pour les départements, c'est que nous n'avons plus aucune autonomie fiscale. Et je dis parfois, quand nous sommes en session avec l'opposition, je dis on ne peut plus s'engueuler sur les recettes. On ne peut s'engueuler que sur les dépenses. Puisque les recettes, on les constate. On constate ce que l'État va nous attribuer par des dotations, dont la TSCA, mais aussi la DGF, une fraction de TVA, et on constate la dynamique des droits de mutation. Et les droits de mutation en Loire-Atlantique étaient à 430 millions en 2021 et étaient à 271 millions en 2024. Donc vous voyez la chute, ça fait 160 millions de moins, 160 millions de recettes en moins entre 21 et 24. Et donc, on n'a pas d'autre solution que de serrer les boulons partout, et y compris sur le SDIS, à mon grand regret, en 2025, on n'a pas pu aller à la hauteur de ce qui aurait été nécessaire. Donc, la première chose, c'est quand même, puisqu'on nous assigne des obligations, qu'on nous donne les moyens des objectifs qu'on nous assigne dans le domaine de la sécurité civile, dans le domaine social, la protection de l'enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Là, je vous parle des départements, mais
Dès lors que nous avons des obligations, il faut qu'il y ait aussi des recettes assurées en face, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne peut pas fonctionner, et donc c'est un enjeu majeur, mais en contrepartie de ces financements, c'est vrai pour les SDIS comme pour tous les partenaires et les collectivités locales, quand on gère des fonds publics, il faut les gérer avec beaucoup de rigueur. Il faut que les dépenses soient utiles, soient efficaces. Comme mon père de famille, comme on dit. Alors, c'est que Bertrand Vidot a donc répondu sur cette question financement. Est-ce que les assureurs doivent prendre leur part, justement, dans cet engagement budgétaire envers les SDIS? On l'apprend déjà. On l'apprend de manière importante. Puisque, alors je ne sais pas quelle est, effectivement vous avez évoqué la TSCA, donc je ne sais pas si là le public connaît bien la particularité de ce terme TSCA, c'est la taxe sur les conventions d'assurance. Donc effectivement, les assureurs sont des percepteurs de taxes pour le compte de l'État et pour le compte des départements. Donc c'est la TSCA sur l'incendie c'est 30% avec des exceptions, en moyenne c'est 30%, et sauf erreur de ma part, effectivement l'État vous reverse au département une partie de cette TSCA, et au sein de cette TSCA il y a un pourcentage qui est affecté aux SDIS. Donc ça veut dire quoi si on veut augmenter mécaniquement? C'est soit on augmente la taxe par les temps qui courent, je ne pense pas que ce soit une décision en fait, vu le niveau des pouvoirs d'achat des Français, des augmentations d'impôts, je ne sais pas si c'est dans l'air du temps, ou la deuxième chose, mais là je ne suis pas dans les compétences de la fiscalité publique, c'est d'augmenter le pourcentage à l'intérieur de cette ACR qui est affecté vers les SDIS. Donc ça c'est des décisions de l'État. Et après, la deuxième chose, cette fois-ci pour les assureurs, on est des sociétés effectivement avec des objectifs économiques de rentabilité, et on finance également un certain nombre, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a signé à France Assureur avec le SDIS du 91 un partenariat, on en reparlera après sur l'effet de batterie, mais il faut aussi qu'on ait un impact sur nos coûts. Et nos coûts, c'est quoi? C'est l'indemnisation des sinistres. Et avant de venir pour préparer, je vais vous donner juste quelques chiffres. Et simplement, je trouve qu'ils sont assez marquants. C'est l'évolution de la charge des sinistres incendie payés par les assureurs entre 2016 et 2023. On a eu une progression, et j'étais assez étonné, de 50% de la charge en 8 ans. On est passé de 3,2 milliards à 4,7 milliards. Et quand on creuse un tout petit peu plus, et ça peut aussi donner des orientations après sur les travaux de prévention et curatifs, c'est que on a une augmentation qui est beaucoup plus portée sur les biens des professionnels des entreprises. On a 73% d'augmentation, alors que sur les habitations, ce n'est que 27%. Et dans le train, j'ai encore un peu plus creusé les données, et cette progression de 73%, c'est malgré l'impact négatif de l'année du Covid, en 2020. Parce qu'en 2020, on a eu moins 36% par rapport à 2019 de la charge des entreprises, et moins 6% la charge de la MRH. Donc on voit bien, et sans cette année exceptionnelle, que la pente est en très forte augmentation des incendies, de l'impact économique pour les assureurs des incendies, et donc voir comment, une fois que c'est constaté, on le constate, hein, c'est des chiffres qu'on peut vous communiquer, comment effectivement, par la prévention, on peut en reparler, on peut diminuer. Bien sûr, faire baisser ce coût. Et surtout, contrairement peut-être ce qui est intuitif, sur les entreprises et les professionnels, et dans une moindre mesure sur les habitations. Merci en tout cas pour cette transparence et ces chiffres que vous venez de nous donner. On aura l'occasion d'en discuter aussi pendant la pause. La pause qu'on fera à 11h. On a encore quelques sujets. On va maintenant parler du RETEX comme levier stratégique et collectif. Alors justement, puisque c'est l'occasion, ces rencontres sont l'occasion, et ça fera aussi l'objet des conférences, des ateliers auxquels vous allez participer. Quel levier concret pourrait permettre aux SDIS de systématiser la pratique du retour d'expérience comme outil d'amélioration continue, et puis qu'on appelle ça de pilotage stratégique? Stéphane. Moi, je veux d'abord peut-être rappeler, et là, tous les collègues pourraient le confirmer, les retours d'expérience, c'est pas d'aujourd'hui que c'est pratiqué dans les SDIS, ça fait des années et des années que nous organisons ces retours d'expérience, c'est-à-dire quasiment
presque à chaque opération au retour en caserne, sur des situations particulières. Ça se pratique depuis très très longtemps. Ça s'est évidemment professionnalisé, développé, les méthodos se sont améliorés sur le domaine opérationnel. Mais par rapport à votre question, quel levier, moi j'aurais tendance à dire le premier levier essentiel, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que ça doit être porté collectivement, ce principe d'amélioration continue, si je peux le dire comme ça, ou de démarche qualité. Et pas que sur le domaine opérationnel. C'est quelque chose qui doit occuper ou s'intégrer dans l'ensemble des process d'un établissement public comme un service d'incendie de secours. Et donc cet état d'esprit, il faut qu'on arrive à le faire encore évoluer. Parce que l'Oretex, mes collègues m'entendent souvent le dire, l'Oretex seul, ça ne sert pas à grand chose. Ce qui compte, c'est le partage de cette expérience. Le but, il est de dire, je constate ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné sur des opérations, on voit qu'on a des enjeux de progrès, voilà ce qu'il va falloir qu'on travaille pour progresser, on met en place des plans d'action, mais comment je partage ça avec l'ensemble des personnels concernés. Donc l'état d'esprit, il est à mon avis le premier des leviers sur lequel il faut travailler, et ça, je balaye devant notre porte, c'est d'abord les directions de SDIS qui doivent avoir cet état d'esprit-là, et de rassurer un petit peu les équipes pour dire on fait tous des erreurs, donc le droit à l'erreur, oui, ne serait-ce que cette notion-là, il faut l'affirmer et le pratiquer dans nos établissements de manière à ce que personne n'ait la crainte de dire voilà, j'ai une opération que j'ai bien faite, en général on a ces retours assez facilement, là je suis tombé sur quelque chose de difficile, finalement avec le recul je me dis qu'on aurait dû faire autrement et que je n'ai sans doute pas été le plus optimal dans mon action. Il faut qu'on donne la confiance finalement pour que ces pratiques se développent dans toutes les équipes et à tous les niveaux, de la stratégie jusqu'à nos équipes de terrain. Alors justement, Bertrand Vidot, vous avez parlé de collectif, ça a été rappelé par Stéphane Morin. Quelles seraient justement les conditions nécessaires pour faire du Retex un véritable levier de transformation collective? Et il l'a rappelé très bien, Stéphane, à l'instant, c'est au-delà du périmètre opérationnel des SDIS. Oui, au-delà du périmètre, bien évidemment, opérationnel, puisqu'un SDIS, on ne peut pas le résumer uniquement à une réponse opérationnelle du gros camion rouge qui fait pimpon. Je voulais simplement revenir et compléter les propos de Stéphane sur le porter à connaissance et le partage, en fait. On a effectivement un droit à l'erreur, on n'a pas un droit à la faute. Donc ça, c'est à travailler en fait à l'ensemble de nos équipes. Dans le domaine aéronautique, c'est beaucoup développé. On a probablement à travailler sur nos méthodes aussi. Alors, la doctrine aujourd'hui existe, elle est très foisonnante. Donc nous avons un représentant du BDFE qui est à la main en fait de cette doctrine. C'est un des outils, un des leviers concrets. Il y a le PNRS qui est porté par l'École nationale, qui est représenté dans la salle. Se porter à la connaissance sur l'ensemble en fait de ce qu'on a pu constater, alors soit en opération, mais ça peut être aussi sur l'activité dite fonctionnelle en fait des services d'incendie de secours, ou ça peut être aussi lié à un accident de service. Donc on a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui sont alimentés par les services d'incendie de secours et par la direction générale, ce qu'on appelle les PIO, les partages d'informations opérationnelles, les partages d'informations avec un accident de service. On a des partages d'informations dans le domaine des COPSIC. Donc plus on aura ce partage d'informations, au mieux, on ne peut pas submerger, on ne peut pas saturer l'ensemble de nos personnels. Il y a aussi, attention, raison gardée là-dessus. En revanche, il y a bien cette conscience collective à partager ensemble avec les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition. Et plus on aura ce partage porté à connaissance, mieux on se prévaudra aussi du risque juridique. C'est pas l'objet, mais en fait si, c'est un peu l'objet. On a une société qui judiciarise. Nos effectifs, nos personnels sont au travers dans un brouillard entre guillemets de la décision à apporter. Et plus on aura effectivement ce partage de nos communautés entre nous, et mieux on se portera et on se prémunira. Ça ne veut pas dire que bien sûr tout doit être couvert et c'est l'impunité. Non, on est vraiment sur du partage. Et comme l'a dit Stéphane Morin, on est sur de l'amélioration continue. Donc pour revenir sur le PDCA bien connu de nos ingénieurs officiers et de nos méthodes, on a réellement à mieux partager ça. C'est pas de l'indicateur, c'est vraiment la conception de l'exercice
du métier, des métiers et des emplois au sein des services d'incendie de secours. Donc c'est une façon aussi de communiquer sur les réussites. Voilà, ça c'est ce que j'entends et c'est important. On va parler maintenant des synergies. C'est vrai parce qu'on pourrait réussir justement cette définition en tout cas de la valeur du sauvé, mieux appréhender cette notion de la valeur du sauvé. Il y a cette synergie qui est importante. Vous l'avez rappelé, Michel Ménard, tout à l'heure dans votre introduction. Quelle synergie ou coopération spécifique pourrait être renforcée entre SDIS, collectivités, bailleurs sociaux, assureurs, pour optimiser, et vous l'avez dit, la prévention, la gestion des crises et aussi la résilience post-sinistre. Là, je pense notamment, et je vais donner la parole à Ludovic Bourez, notamment pour le relogement, la reconstruction, la culturation aussi des locataires. Quelle synergie? Alors, avant toute chose, la synergie, vous l'avez dit, hein, c'est la prévention. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux et les SDIS collaborent. Alors, pas autant qu'on voudrait, certainement. C'est la question du curseur que vous évoquiez tout à l'heure, Président. Collaborent ensemble pour piloter des exercices en conditions réelles, dans des logements, dans des immeubles, etc. Et ça, effectivement, c'est une vraie synergie parce que quand arrive le sinistre, la faculté d'intervention, elle est facilitée pour les services de secours. Donc il y a ce volet prévention. Il y a, j'ai en mémoire, mes équipes m'ont raconté qu'il y a quelques années, il y avait eu des collaborations sur des distributions de détecteurs autonomes de fumée, donc dans les logements pour la prévention chez nos locataires. Et effectivement, hein, on parlait des DAF tout à l'heure, pour la Nantaise d'habitation, 14 000 DAF à distribuer, à installer dans les logements, c'était un défi colossal. Et juste avec nos petites mimines, parfois c'est compliqué de rentrer chez les locataires. Donc l'appui des SDIS favorise ce genre d'action et permet parfois d'éviter le pire, hein, on va pas se mentir. Et après, effectivement, une fois qu'on a parlé de la prévention, on a tout ce qui va se passer après le sinistre incendie. On parlait du logement sinistré, mais il y a les voisins aussi, dont le logement a pu être impacté par les fumées, etc., ou qui a pu être complètement détruit parce qu'il y a eu une explosion de bouteilles de gaz. Ce sont des choses qui sont arrivées. À ce moment-là, effectivement, on part sur du long terme. Alors, il y a deux leviers pour moi. Il y a effectivement comment on aurait pu éviter, et là, c'est les enjeux d'accompagnement social, hein, peut-être qu'on aura le temps d'y revenir tout à l'heure, et puis c'est aussi comment on aurait pu mieux communiquer auprès de nos locataires, mieux les sensibiliser, pour faire en sorte que des comportements qui peuvent être dangereux, hein, je pense par exemple, et ça doit parler à tout le monde, la multiplication des rallonges électriques qui sont branchées en série et qui vont surchauffer, comment ces comportements-là, on peut finalement les éradiquer, en tout cas les limiter. Voilà. Donc, en termes de synergie, Christophe, quelle synergie vous pourriez, vous aimeriez mettre en place, vous, avec les pompiers? C'est très clairement sur la prévention. Nous, on a vraiment, et c'est aussi lié aux bailleurs sociaux, en incendie, c'est les panneaux photovoltaïques. Ah bah c'est les batteries, trottinettes, etc., on est d'accord. Hein. Alors c'est un deuxième point, les batteries, là encore on a eu à Paris un très gros incendie avant-hier, et ce sont les constructions bois. Et notamment dans le cadre des constructions bois, quelle est la doctrine d'intervention des pompiers, puisque nous, c'était, je l'évoquais tout à l'heure, contrairement au béton, lorsqu'on noie un bâtiment, on doit le refaire entièrement, même s'il n'a pas entièrement brûlé. Donc voilà, donc là il y a vraiment des synergies très précises, et comme je l'indiquais, le 25 juin à Fleury-Mérogis, le 91 organise avec un camion de pompiers apparemment vraiment unique en France, avec qui perce les batteries, pour aller inonder directement dans les véhicules les batteries. Eh bien on va y participer, on va financer cet exemple. Donc là, on a vraiment des exemples très concrets, très opérationnels. C'est ERP bois, PPV et batterie. Il faut vraiment qu'on améliore ensemble notre connaissance de ces risques en amont. Et c'est vraiment là, c'est en amont, c'est la prévention, comprendre l'aléa, comprendre le risque et quelles sont les bonnes mesures de prévention à mettre en place grâce au retour d'expérience qu'on peut avoir ensemble. Est-ce que vous voulez rebondir, Bertrand Vidot, Stéphane Morin, concernant justement la synergie? La synergie, elle se construit avant tout territorialement, vous l'avez dit, nombreux contacts. Elle a un principal défaut majeur, c'est que c'est humano-dépendant, en fonction aussi de ce qu'on peut avoir comme priorité au sein d'un établissement public. Les SDIS ont eu plusieurs étapes dans leur construction. Et c'est un des principaux
défaut majeur de ce système, mais pour autant il est très agile. Oui, à cette action collective sur le territoire. Quand je vous écoutais les uns et les autres, je pensais à un outil qui aujourd'hui est créé, qui est donc les comités locaux de prévention de la délinquance et ainsi de suite, où il y a des rendez-vous très construits, calendairement, avec un suivi. Il y a peut-être besoin d'un outil comme celui-ci. Donc c'est peut-être une piste à envisager, bien sûr, avec l'ensemble des acteurs, y compris à agir sur le social. Comment je fais, moi, pour et donc augmenter la résilience, pour faire en sorte que, ce que vous disiez, l'usage de la prise multiple, ou le stockage aujourd'hui de la trottinette ou du vélo électrique dans les communs ou sur le palier et ainsi de suite, puisse mieux être prise en compte aussi par le citoyen. Donc on a beaucoup parlé de la prévention, certes, mais avant tout le premier acteur, je pense qu'effectivement c'est le citoyen, l'habitant, dans ses usages, et ça renforcera effectivement la résilience du pays. Christophe, vous voulez rebondir? Oui, juste rebondir sur... Effectivement, je ne savais pas qu'il y avait 100 SDIS en France, vous l'avez évoqué au départ. Effectivement, c'est un atout, c'est un avantage. Mais nous, le problème, c'est qu'on a bien parlé avec un interlocuteur. Et on a vu en cherchant qu'effectivement, sur la pratique, par exemple, des batteries, on a vu des exemples sur le SDIS des Yvelines qui, sur leur camion de pompiers, ne leur a chargé jamais à proximité de la seule porte-sortie de leur logement. Et on a eu un écho sur le SDIS des Pyrénées-Orientales où ils n'ont eu aucun sinistre et ils ne font rien. Et nous, c'est juste... Ce point pour améliorer la synergie, c'est peut-être d'avoir face à nous une tête de pont, parce que je suis persuadé que face aux politiques qui parfois ont des injonctions contradictoires entre développement durable et prévention incendie, on partage les mêmes convictions. Ouais, c'est intéressant. Stéphane, c'est exactement là-dessus que je voulais parler, c'est une question d'organisation. Des actions de prévention, d'acculturation au risque, il y a plein d'acteurs qui interviennent. Je pourrais vous citer des exemples sur... la sécurité routière, les risques domestiques, les incendies, voilà, beaucoup d'interlocuteurs. C'est très à géométrie variable du point de vue des SDIS, l'action qu'on a dans ce sujet-là. Ça fait partie encore une fois de nos missions. Il y a des domaines sur lesquels évidemment on intervient systématiquement, la prévention dans les ERP et les ERP, hein, ça c'est clairement le cas. Pour le reste, c'est plutôt des volontés locales. Donc il y a la question de cette organisation. Moi j'ai la chance, nous avons la chance, président au SDIS 44, d'avoir un bureau d'action citoyenne. Donc on est clairement sur ces sujets-là et on essaie de coordonner avec les différents acteurs et l'appui du préfet, les différentes actions de prévention. C'est ce qui manque à mon avis, c'est ce côté méthodologie, chef de file. Moi je crois beaucoup en effet à la place de la sécurité civile dans ce domaine-là et qui ont... leurs acteurs rapprochés, les préfets dans chaque département, qui doit être en capacité de coordonner les actions et les prioriser surtout, parce qu'on ne pourra pas tout faire, le président l'a dit, on aimerait bien faire davantage sur la prévention, mais il y a aussi des questions de moyens et de temps à y consacrer, et on ne pourra absolument pas répondre à tout. Donc quelles sont les urgences, qu'on analyse ça sur un plan plutôt national et qu'on le décline ensuite sur le territoire. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi j'entends méthodo, j'ai l'impression que chacun joue sa partition dans les SDIS. Est-ce que justement ces rencontres, c'est l'occasion d'avoir une seule et même méthode pour l'ensemble des SDIS? Est-ce que c'est pas l'occasion de travailler là-dessus, Bertrand Vidot? Parce qu'on l'entend quand même. Le memento, le guide, je sais pas comment on va l'appeler, il me semble que c'est le memento. Ouais, c'est ça, exact. Donc, il est là pour ça, je parlais de méthode, effectivement, c'est le partage. On est d'accord. Et donc on est bien qui sera amendé grâce aux ateliers. Alors on ne voulait pas le publier avant de tenir cette journée, enfin ces journées par contre du Retex, effectivement, pour que les travaux d'aujourd'hui, de demain, puissent contribuer à améliorer le document qui doit vivre en tant que tel. C'est une méthode, elle doit être partagée et ça doit vivre. Excellent. Alors justement, gardez le micro Bertrand Vidot, parce que cette question, vous l'avez déjà évoquée tout à l'heure, parce qu'on va parler des données et de tout ce qui est technologie, innovation, méthodo. Quelles données sont aujourd'hui réellement exploitées par les SDIS pour évaluer l'efficacité d'une intervention? Alors ça, en préparant moi cette table ronde, je me suis posé la question. Vous avez quoi comme données? On parlait de data tout à l'heure. Stéphane Morin l'a dit tout à l'heure. Il y a effectivement chaque SDIS, à l'issue de chaque opération, va mener une façon de faire du Retex. Et il peut être multiple, avec multifacettes, avec plusieurs paramètres, et ainsi de suite. La première donnée qu'on a, elle est issue en fait du SGA, du SGO. Aujourd'hui, c'est une brique que nous travaillons au moyen en fait, de l'objet numérique qui s'appelle l'OPSIS. Alors moi, je suis pas fan du nom,
mais en tout cas de cause, je suis fan de l'objet. Donc l'objet nous permet de collecter l'ensemble des données opérationnelles des services d'incendie de secours et de les partager. On est en train de le construire. C'est un objet qui est donc toujours en construction. Nous prévoyons donc pour ce faire des conventions avec les SIS. Je crois que Stéphane, le 644, Monsieur le Président, vous l'avez signé et on vous en remercie. Donc ça, c'est une des premières briques qui nous permettront effectivement. Aujourd'hui, c'est donc le raccordement DSGA et SGO via OPSIS. Demain, ce sera le rôle de Nexis qui fera la même chose. Et puis ensuite, il faudra construire qu'est-ce que je veux partager au travers de cet observatoire, en tout cas de cet objet numérique, pour améliorer en fait l'ensemble de nos pratiques. Donc ça, c'est cette donnée-là, c'est. Est-ce que c'est un open data ou pas? Alors aujourd'hui, c'est pas un open data, pas du tout. Donc il se pose des questions sur tout ce qui est statut de la donnée, à qui elle appartient. Bien sûr, la souveraineté, on est d'accord. Et nos services, au sein des services de l'État, parce qu'on n'est pas uniquement à la direction générale là-dessus, mais avec d'autres services du ministère, en lien bien sûr avec la NSC, puisque l'avance en fait dans son déploiement, je crois qu'en plus. Dans le 44, c'est le cas, voilà. Donc on aura de plus en plus de services d'incendie utilisateurs de Nexis. Donc on travaille effectivement sur le statut de la donnée, qu'est-ce qu'on en fait, et qu'est-ce qu'on pourrait ou pas l'anonymiser pour qu'on puisse l'exploiter à des visées préventives, qu'elles soient d'ordre structurel ou d'ordre personnel. Si je fais référence à une donnée dite de santé, l'anonymiser, je veux pas que cette donnée puisse être identifiée, mais en revanche, je veux savoir qu'entre 18h et 20h, sur les 110 de France, j'ai eu X interventions de la même nature sur une population âgée compris entre 70 et 85 ans par exemple. Et donc ça, ce sont des données qui nous permettront peut-être d'améliorer aussi notre prise en charge des victimes, par exemple. Donc données SGA et SGO, données CRSS qui passent bien sûr par le SGA, toutes ces données qui nous viennent aujourd'hui des services d'incendie de secours. On a une donnée qui est perfectible aujourd'hui, c'est ce qu'on fait vivre par InfoSDIS. InfoSDIS, c'est de la donnée qu'on vient ressaisir avec un délai, donc c'est très fastidieux pour les services d'incendie de secours, je le dis, puisque j'ai été directeur départemental, j'ai des gens dans cette salle qui ont été sous mon autorité, et c'est vrai que c'est InfoSDIS, c'est fastidieux, voilà, c'est fastidieux pour vous, c'est fastidieux pour nous. Donc un des enjeux, c'est effectivement aussi de faire en sorte que l'ensemble des données des services d'incendie de secours qui sont utiles, quand je dis l'ensemble des données utiles, c'est pas la complétude des données qui sont utiles, mais ça peut aller au-delà de simplement la remontée du SGA et SGO, notamment les données de prévention. La mission qui est aujourd'hui donnée à Nexis, à l'agence du numérique de sécurité civile, c'est Nexis. Le deuxième objet numérique auquel nous réfléchissons probablement pourrait être un système d'information qui va chercher la donnée sur la prévention, donc sur ce qu'on fait dans les ERP, mais ce qu'on fera aussi probablement sur tout ce qui est habitation, bâtiment à usage professionnel. Vous l'avez cité tout à l'heure sur les enjeux qui sont liés à la modification en fait, des réglementations. On est en train d'y travailler en interministérialité pour qu'il y ait un socle dans l'usage du bois, notamment, pas que sur les ERP, sur tous les bâtiments et la réversibilité. Donc c'est d'aller chercher aussi par ces systèmes d'information qui sont partagés bien sûr avec les services d'incendie de secours qui sont une des chevilles ouvrières de la prévention de l'incendie, dans leur mission régalienne en tant que telle, et puis bien sûr avec l'ensemble des collectivités locales, parce que celui qui est responsable, bien sûr le préfet et ses services préfectoraux dans le cadre du contrôle, mais celui qui est responsable aussi, le maire, sur l'ouverture sur les ERP, sur les habitations, ainsi de suite. Donc et d'ouvrir probablement peut-être aussi aux exploitants en fait. Alors ça c'est un enjeu à construire demain. Alors Ludovic, justement, quel rôle peuvent jouer les nouvelles technologies dans l'amélioration de l'évaluation du sauvé? Quelles données, parce qu'on parle de données, est-ce que vous, par exemple, vous seriez OK pour donner toutes les données quoi, de vos logements? Alors en vrai oui, sauf que en vrai oui, pas là. Mais OK, d'accord. Aujourd'hui, on sent bien que la donnée, c'est l'or de la décennie, hein. La collecte des données, la capitalisation, etc. Et il y a des gros travaux qui sont entrepris par les bailleurs pour justement avoir des bases de données relatives à leur patrimoine. Alors, plus axé aujourd'hui sur les aspects d'entretien du patrimoine, mais au fur et à mesure à enrichir avec de nouvelles données, des plans, etc. Avec l'intelligence artificielle, l'exploitation des données, on en fera ce qu'on voudra. On en fera ce qu'on voudra et on donnera des applications
auxquelles on n'avait pas imaginé peut-être il y a 10 ans. Et effectivement, la collaboration avec les services de secours, je pense, alors c'est un peu de la fiction aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 5 ans, je ne sais pas, ça va très vite, peut-être qu'effectivement on pourra mettre à disposition ces données-là pour que les services de secours interviennent plus facilement dans les immeubles, les plans des bâtiments, les plans des logements, etc. Ah, je vais donner la parole à Christophe, parce que je vois Christophe qui est... Je fais un parallèle avec, parmi France Assureurs, donc il y a les assureurs directs que vous voyez dans les guichets, mais il y a aussi les réassureurs. Oui. Et parmi les réassureurs, il y en a un qui a un rôle un peu particulier, qui est la Caisse centrale de réassurance, qui est un réassureur qui appartient 100% à l'État et qui réassure tout ce qui est événements climatiques. Et l'État a mis en place depuis 1996 de mémoire ce qu'on appelle les plans de prévention des risques d'inondation. Et justement, nous, avec la DGPR, l'intérêt était de se dire, mais quelle est la pertinence de ces PPRI? Faire un rétex, faire exactement ce que vous êtes en train de faire. Et CCR a publié en septembre 2023 une étude sur la pertinence des PPRI. Et effectivement, ils ont pu constater qu'il y avait une baisse sur les territoires où il y avait des PPRI de 40% en nombre et de 12% en montant. Ce qui permet un cercle vertueux qui, derrière la DGPR, va pouvoir flécher des actions de prévention à l'identique des conclusions positives qu'il y a eu par le passé. Ouais. Et donc on est exactement dans ce même état d'esprit. Puis derrière, effectivement, c'est... Et je vais juste rajouter un point, l'intervention des sapeurs-pompiers, effectivement, sur les bailleurs sociaux, les exploitants des habitations, mais, et je me permets, parce que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, c'est effectivement une meilleure prévention également sur les biens communaux, sur les biens des collectivités qui ont du mal à trouver à s'assurer, parce qu'effectivement, il n'y a pas une montée, on estime, en gamme suffisante. Ouais, complètement. Bertrand Vidot, je suis sûr que vous voulez réagir sur l'intelligence artificielle. Non, c'est pas l'IA, mais ça alimente l'IA, parce que l'IA sans la donnée, il n'y a pas d'IA. On est d'accord, mais c'est pour ça, l'un va pas sur l'autre, on est d'accord. Vous avez bien subodoré en fait mon propos, je voulais compléter en fait vos propos. C'est probablement peut-être plus vite encore, on est en train de travailler avec le CSTB, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, sur l'accès en fait pour les services d'incendie de secours à sa base de données nationale des bâtiments. On va retrouver en fait les caractéristiques du bâtiment, sa hauteur, sa superficie, même des données sur comment il est constitué en tant que tel. Ça permet de mieux préparer bien sûr les interventions et de faire en fait améliorer l'action du sapeur-pompier face à un incendie notamment. Donc on travaille à ça et ça effectivement ça alimentera et ça a vocation à alimenter l'ensemble des données et un des leviers sur lesquels tout à l'heure vous m'avez sollicité. Et donc c'est pour ça que je complète. Non mais vous avez raison, complètement. Par cette sous-travail, les services sont à la manœuvre en ce moment avec le CSTB pour faire en sorte que les services d'incendie de secours puissent mieux travailler, ça concourra à cette collaboration territoriale, cette intelligence des territoires, cette agilité que vous avez, et ça, on y tient. Alors, avant de passer aux contraintes opérationnelles, j'aimerais donner la parole à Michel Ménard à mes côtés. Juste pour terminer, comment vous, Stéphane, on pourrait structurer une chaîne de valeur de la donnée, de la collecte sur le terrain à l'analyse post-intervention, au service de la performance et du rétex. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Les données, enfin, je ne vais pas revenir, les systèmes de gestion opérationnelle dans les Mais comment structurer cette chaîne de valeur? Oui, elles sont nombreuses. La question, ça va être comment j'améliore la qualité de la donnée. C'est un peu, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vraiment le gros sujet. On a des dizaines d'années de données opérationnelles dans nos systèmes de gestion opérationnelle et de gestion d'alerte. L'ADG, tu as parlé de OPSIS, qui est un des éléments de référence. Nexis, le nouveau logiciel de gestion des alertes et de gestion opérationnelle qui va équiper petit à petit, aujourd'hui il y en a 4 ou 5 10, on sera bientôt le 7e ou le 8e en Loire-Atlantique, mais bon, probablement en fin d'année une dizaine, et puis ça va s'accélérer dans les 3-4 ans, on va avoir la centaine de 10. Donc là on va avoir une donnée très structurée, très opérationnelle, très exploitable. Et on pourra sans doute agréger toutes les données des années passées parce que la plupart des SDIS sont déjà des infocentres qui collectent déjà et qui sont déjà utilisés en interne des établissements. Mais il y a vraiment cette question de la collecte, de la transmission et du partage de tout ça, de l'intégration, ce qui est fait au niveau national. Il y aura des questions de stockage, des données de sensibilité aussi de certaines données. On a des données évidemment avec un caractère
très confidentielle, je pense à la On santé. appelle ça la donnée sensible. Exactement. Bien sûr. Et puis ensuite, encore une fois, l'analyse, le partage avec d'autres acteurs, parce que je crois beaucoup à ça. On est sur les balbutiements, hein, théoriquement. Alors, on va peut-être parler d'intelligence artificielle. Il y a des choses qui commencent à Mais ça arrive très vite, hein, c'est aujourd'hui et c'est demain. Hein. C'est même pas que demain. Alors je pense qu'on ne sait même pas, et je suis pas un spécialiste, donc ce que seront demain, hein, les outils qui seront à disposition, mais on voit déjà des choses très concrètes. J'étais il y a 15 jours, on avait une rencontre, tu étais Bertrand, des directeurs de SDIS dans le cadre de l'association nationale, on était à Bourg-en-Bresse sur cette thématique de l'intelligence artificielle. On a pu constater avec quelques collègues des innovations qui étaient en place dans ces outils. Nous, on croit beaucoup à quelque chose d'essentiel pour nous qui nous permet de planifier et d'anticiper les choses, c'est la question des modèles prédictifs. Bon, voilà. On commence à avoir des choses qui sont extrêmement efficaces. Le SDIS de l'Inde nous présentait la courbe des prédictions d'intervention dans ces domaines sur les jours et heure par heure. Ils sont à 95 ou 96% de réussite du modèle qui a été constitué. Et on n'est qu'au début de ce modèle qui va, avec l'intelligence générative, développer des choses. Voilà, il y aura beaucoup de choses dans plein de domaines différents qu'on n'imagine pas. Je pense qu'on aura besoin, encore une fois, d'ouvrir à plein d'acteurs. Je pourrais citer un dernier exemple, c'est un Nantais président, celui du nouveau CHU de Nantes. Le CHU de Nantes, on est avec le SDIS sur un appel à projet européen pour constituer un jumeau numérique parce que ce bâtiment tout neuf, c'est 1 milliard 200 millions, je crois à peu près le budget, va être bourré de capteurs thermiques, techniques, qui vont générer de la donnée, qui peuvent nous intéresser évidemment en termes de prévention, peut-être en termes opérationnels également, et de débriefing et de rétex également. Donc voilà, on est réellement à l'aube de plein de choses. Ouais. Il va falloir là aussi, par contre, cadrer le dispositif et le coordonner. Bon, on compte beaucoup sur notre direction générale. Sur Bertrand Villot. Voilà, il a du boulot pour les prochaines années, Bertrand. C'est bien ça. Il nous reste une vingtaine de minutes avant de donner la parole au public. J'ai 3 sujets importants que je voulais absolument évoquer avec vous aujourd'hui sur les contraintes opérationnelles. Tout d'abord, quels sont aujourd'hui, Michel Ménard, les principaux défis rencontrés par les SDIS en matière donc, de financement? On va l'a un peu évoqué quand même, notamment pour aller allier en tout cas ce qu'on peut dire efficacité opérationnelle et monter en compétence sur les outils rétex. Sur les outils rétex, j'en sais rien, mais je peux vous dire les contraintes des départements financières. Je l'ai déjà abordé, zéro autonomie sur les recettes, donc on ne peut choisir que sur les dépenses. Donc si on met plus sur le SDIS, on met moins sur les personnes âgées ou sur les personnes en situation de handicap. Là, donc voilà, il y a des histoires de vases communicants. Et donc ça c'est un sujet majeur. Déjà, les présidents de département plaident l'idée que celui qui décide paye. Et depuis quelques années, on n'arrête pas, d'une façon générale, de nous mettre des charges supplémentaires sans compensation. Et ça ne concerne pas spécialement le SDIS, mais quand il y a une extension du Ségur pour des personnels et que c'est décidé en juin 2024 avec application rétroactive et que ce sont des dépenses non prévues que les départements doivent assumer et quelques mois après, le ministre de l'économie et des finances dit que franchement les élus locaux gèrent n'importe comment, c'est scandaleux. Donc la première chose, c'est qu'on n'impose pas de dépenses supplémentaires, de contraintes supplémentaires s'il n'y a pas de financement en contrepartie. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Alors, vous disiez, vous ne saviez pas qu'il y avait 100 SDIS différents. Il y a déjà eu un progrès extrêmement important avec la départementalisation, parce que sinon, c'était, je ne sais pas, 6000 organisations différentes. Donc, il y a déjà eu un progrès important. Alors, est-ce qu'il doit y avoir une seule organisation centralisée? Je ne pense pas que ce soit la bonne solution non plus, parce que les expériences, elles sont menées aussi au plus près du terrain. Par contre, il est important d'avoir ces retours d'expérience, ces partages, pour aller prendre la bonne idée dans le département voisin, parce qu'ils ont identifié une mesure vertueuse, efficace, pour être plus efficace dans nos missions et éventuellement moins coûteuse.
le directeur général du SDIS 44 le sait, et ses équipes aussi, je n'arrête pas de dire comment peut-on faire plus sobre. Voilà, donc on a cette attention à bien dépenser les fonds publics. Mais il nous faut des recettes supplémentaires si on veut assurer la pérennité des services départementaux d'incendie et de secours. Et c'est pour ça que sur la TSCA, nous plaidons une évolution. Alors ça peut se faire par une répercussion à la hausse des primes d'assurance ou pas. Il y a déjà une actualisation à faire, parce que quand le calcul se fait sur la base des véhicules immatriculés en 2003 dans chaque département, on se dit qu'il y a un petit truc à changer quand même. Et Stéphane, il y a un petit truc à changer. Nous, en Loire-Atlantique, on n'a plus du tout le même nombre de véhicules qu'en 2003, donc ça devrait être réactualisé annuellement. Après, il y a, à mon avis, on peut prendre une assiette plus large également, on peut jouer sur le taux, une répartition différente, parce que la TSCA, ce n'est pas une taxe affectée aux SDIS. Il n'y a qu'une petite partie. Et tout ne vient pas au département. D'ailleurs, il y a une partie qui va sur des... Alors, je crois que c'est la CNSA qui en bénéficie également. Et il y a une partie qui vient sur les départements. Et il y a 3 parts qui viennent au département. Et 2 parts viennent en compensation d'une part de la baisse de la DGF, la dotation générale de fonctionnement, qui avait baissé et en contrepartie qui avait été compensée par une part de TSCA. Et puis en 2004, je crois, avec les lois Raffarin, décentralisation, en contrepartie de charges nouvelles transmises au département, il y avait l'affectation d'une part de TSCA. Donc la TSCA qui concerne les SDIS n'est qu'une petite partie. Et donc il y a différentes modalités possibles. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que ce soit au détriment des départements, parce qu'on n'y arrivera pas. Ouais. L'avantage qu'ont les assurances par rapport à nous, ou l'ensemble des collectivités en dehors des départements, c'est que vous avez un levier sur les recettes. C'est jamais facile à activer, mais si vous avez une charge supplémentaire, vous pouvez quand même augmenter un peu les primes. Nous, on ne peut même pas. On ne peut pas. Donc la seule solution, c'est de dire quelle politique je ne vais plus mener. Et donc si demain, on ne peut plus mener des politiques de prévention en direction des personnes âgées, je ne suis pas sûr qu'à terme, ça n'ait pas des conséquences, y compris sur l'activité des SDIS. Bien sûr. Stéphane, en quelques mots. En quelques mots, parce que je vais pas revenir sur les propos du président, mais on est à la fin d'un cycle et face à un mur. Encore une fois, je veux vraiment insister sur ce point. Redire que la sécurité civile et les services d'incendie et de secours sont très efficients aujourd'hui pour le contribuable français. Ça ne coûte pas grand-chose. Vous allez dire que c'est toujours de l'argent public, mais on le gère du mieux possible. Et aujourd'hui, quand on sait que les services d'incendie et de secours, c'est grosso modo 5,7 milliards d'euros par an, ce n'est rien. Ce n'est rien par rapport à la politique publique qui est opérée, de prévention, d'intervention, partout sur le territoire, avec un maillage, encore une fois, de services publics qu'on ne trouve quasiment plus sur aucun autre service public. Donc là, je veux vous dire sur les enjeux sur ce financement, on attend beaucoup en effet de ce bureau de la sécurité civile, parce que c'est ce qu'a dit le président. Les départements n'ont plus capacité d'aller au-delà de ce qu'ils font pour les SDIS, et la loi fait que le bloc local est bloqué aussi au coût de l'inflation, là où peut-être encore quelques collectivités auront encore un petit peu de marge, mais pas énormément. Deuxième sujet, je pense que si on veut se concentrer sur nos missions de service public et renforcer l'action de prévention, et on en a besoin encore une fois avec ce qui est devant nous, et je pense évidemment au réchauffement climatique en disant cela, il va falloir aussi qu'on arrête de se disperser sur beaucoup d'autres missions. Et c'est le domaine du secours à personne qu'on réinterroge aussi. Quelle est la place des sapeurs-pompiers? On milite, nous, et ici au SDIS aussi, pour dire reconcentrons-nous, même si je vous ai dit qu'on est plutôt assez bien lotis ici, mais on a encore des enjeux de progrès pour nous reconcentrer sur l'urgence dans le manière du secours à personne et délaisser ce qui appartient aux transporteurs sanitaires privés pour ne dire que cela. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est une bonne transition pour mon point suivant, la valorisation de la prévention. C'est vrai qu'en préparant cette table ronde, je me suis aussi posé quand même la question de savoir est-ce que la culture du risque portée historiquement les assureurs, les pompiers, les industriels est en train de sortir des radars des décideurs publics. J'aimerais avoir votre avis, Ludovic.
C'est la question de la construction et des matériaux finalement. Ouais, les matériaux biosourcés, les décarbonations, etc. bien sûr. En préparant, moi je me suis posé la question. Si on s'était posé la question il y a 15-20 ans, on aurait certainement eu le même discours. Les premières isolations thermiques par l'extérieur, c'était des catastrophes en termes de propagation d'incendie. Les matériaux utilisés étaient inflammables et propageaient les incendies. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, la question se repose, et elle se reposera certainement en 10 ans avec d'autres matériaux. Je pense qu'on aurait tort d'opposer transition climatique et énergétique à sécurité incendie. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, on arrive à se parler entre assureurs, entre SDIS, et à faciliter les interventions. Il y a des choses qui sont faites actuellement sur le bois, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Christophe. Il ne faut pas qu'on renouvelle l'expérience des PPV. Panneaux photovoltaïques construits en Chine avec des boîtiers électroniques qui sont validés à une date T et puis ils changent les raccords 6 semaines plus tard et on croit que c'est toujours validé et puis ça brûle dans tous les sens. Nous on constate un incendie. D'ailleurs j'aimerais bien, vous voyez ça peut être un partage de données intéressantes, c'est si on avait une base de données sur les sinistres incendies liés au PPV. PPV en toiture. Ouais. Voilà, nous on n'a pas de consolidation, mais on estime que c'est vraiment dramatique. Et donc il ne faut pas qu'on renouvelle ce qu'on a raté par le passé avec les constructions bois et avec les batteries. Alors vous avez évoqué, Ludovic, tout à l'heure, un point qui me semblait aussi important, qu'on oublie trop souvent, c'est le choc post-traumatique lié à une intervention, à un risque, à un incendie, etc. On parle beaucoup en ce moment, et vous le savez, de santé mentale. En quoi la notion de sauver doit-elle intégrer les effets à long terme justement sur la cohésion sociale, la santé mentale des populations, ou même la stabilité économique locale? Là, c'est une vraie question compliquée. Aujourd'hui, en tant que bailleurs sociaux, on gère les logements, les candidats qui sont issus du fichier commun de la demande, donc des gens qui ont fait une demande de logement. Dans ce fichier commun de la demande, on se rend compte assez rapidement, lors de l'attribution de logement, lors de la signature du contrat, que certaines familles, certains ménages vont nécessiter un suivi peut-être un peu plus. Et là, c'est tout le travail, j'ai envie de dire, associatif, les travailleurs sociaux, les associations qui vont nous aider à accompagner. Nous, bailleurs, notre responsabilité, c'est de loger. Pour autant, aujourd'hui, on loge des personnes qui sont vulnérables et qui, alors bien évidemment, c'est loin d'être la majorité, mais il suffit d'une famille un peu compliquée pour que derrière, une résidence, vous puissiez avoir un sinistre incendie. Je parlais de la bouteille de gaz tout à l'heure, ça s'est vu il y a 2 ans. Une locataire avec des troubles a ouvert le gaz et a fait cramer 2 logements. Et le voisin qui n'avait rien demandé a suivi la situation. Ouais. Donc nous, notre job en tant que bailleur, c'est effectivement de mobiliser tous les partenaires et d'essayer d'anticiper ce risque, qui ne sera jamais un risque zéro, qui existera toujours, et que malheureusement, trop souvent, on pressent de par ce qui nous remonte des voisins, des riverains, etc., sur les questions de troubles de voisinage. Alors, quelle est la place des témoignages, justement, dans la construction d'un rétexte à valeur ajoutée sociale? Alors, la place des témoignages, elle est hyper importante, parce qu'aujourd'hui, je parlais du sinistré, mais effectivement, on parlait d'habitat collectif. La personne qui n'a pas été touchée directement par le sinistre, mais qui a été touchée par l'intervention dans le cadre du sinistre, cette personne-là, elle vit un traumatisme. Et parfois, pour elle, réintégrer le logement parce que 3 étages en dessous, il y a eu un incendie, c'est une angoisse. C'est une angoisse. On parlait de personnes âgées. Ça veut dire faire une croix sur sa résidence, et ça veut dire effectivement un besoin de relogement en urgence, parce qu'il faut faire face à ça, et accompagner cette personne-là. Et ça, c'est extrêmement compliqué, et ça, effectivement, c'est quelque chose que nous, au quotidien, d'ailleurs, on essaye de faire tant bien que mal, mais qui n'est pas du tout, finalement, je pense, intégré aujourd'hui dans les rétextes que vous pouvez faire. C'est intéressant peut-être d'avoir aussi de faire un lien avec les pompiers, justement, lors d'une intervention. Stéphane, vous voulez peut-être réagir par rapport à ça?
Ouais, peut-être simplement pour vous dire que c'est, à mon avis, là, par contre, un vrai enjeu de progrès pour les services d'incendie de secours. Sur le rétex et de manière générale sur la conduite de nos opérations et plus globalement sur la gestion de nos établissements publics, la place de l'usager n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Vous parliez tout à l'heure d'ailleurs de comment on évalue la performance de nos interventions. Il y a eu des SDIS qui se... Alors je pense qu'il dira peut-être à ma place Bertrand, qui continue de le faire, de faire un peu d'échantillonnage. Je veux dire, on est intervenu chez vous sur un secours à personne, sur un feu. Voilà, questionnaire. Est-ce que vous voulez bien répondre à notre questionnaire pour savoir quels sont les points positifs et les points peut-être plus négatifs que vous avez à nous faire remonter? C'est très peu pratiqué dans les services d'incendie de secours. A contrario, autant j'aurais d'autres griefs envers la santé par exemple, c'est des choses qui sont très développées côté des agences régionales de santé, dans les centres hospitaliers. Les usagers sont partie intégrante de la gouvernance de ces politiques publiques. C'est moins le cas sur les services d'incendie de secours. Alors, avant de donner la parole au public, j'ai un dernier point, et vous pouvez garder le micro, Stéphane Morin, puisque cette question vous concerne. On va parler de la mesure de l'impact global. Comment faire évoluer, alors parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, des indicateurs, donc comment faire évoluer les indicateurs actuels pour mieux reconnaître justement et mesurer l'impact global des secours sur les personnes, les biens, mais aussi le tissu social local? Ça va être peut-être la transition pour la suite dans quelques minutes. Ce qu'il manquait pour les services d'incendie de secours, c'est une méthodologie commune, collective, qu'il faut sans doute élargir peut-être à nos partenaires pour que voilà, elle puisse être affinée sans doute au fil du temps. Mais on a besoin de cette méthodologie commune, éprouvée et pratiquée par l'ensemble des services d'incendie de secours. Donc c'est la question du memento national. On travaille sur ce sujet depuis avec les équipes de l'ADG, Sébastien Salès, qui suit ça particulièrement. Sébastien Salès connaît bien le SDIS 44, puisqu'il a été en immersion ici en tant qu'élève colonel il n'y a pas très très longtemps de cela. On a besoin très honnêtement de cet outil, c'est ça qui va nous permettre de cadrer la disposition et d'adapter nos data, nos organisations, nos récupérations, nos analyses de données par la suite. Très bien, merci en tout cas pour cette réponse. Puis c'est une très bonne transition effectivement pour la suite. On va se donner 10 minutes de questions avec le public. Qui a une question à poser? 10 minutes avant la pause. Allez-y. Bon, on m'a dit, tu verras Vincent, ils ont toujours plein de questions à poser. Je n'aimerais pas la personne qui me l'a dit, bien sûr. Oui, on va vous apporter un micro si vous voulez bien. Alors, c'est Sébastien Cardou qui m'a dit ça, mais enfin bref. C'est comme si j'avais rien dit. Merci. Bonjour, donc ma question s'adresse à Monsieur Delcan. Par rapport aux chiffres que vous nous avez cités, vous nous citez une évolution du remboursement des sinistres de plus de 50% sur 7 ans. Est-ce que, en lien, le nombre de sinistres a augmenté dans la même proportion, ou est-ce que c'est le coût des sinistres qui a augmenté? Ça, c'est la première question. La deuxième, quelle est la part dans ces sinistres, des sinistres liés à des incivilités, notamment sur des phénomènes de violence urbaine, sur lesquels nos actions de prévention seraient forcément extrêmement limitées et contraintes? Merci. Alors, micro, on est en montant, je ne suis pas en nombre, donc c'est vraiment une augmentation. Nous, ce qu'on suit, c'est le montant global. Le coût global. J'ai pas de nom, mais généralement, c'est quand même symétrique, l'augmentation est la même. Juste pour info, les assureurs gèrent 13 milliards de sinistres par an. C'est juste énorme. Donc on a une petite connaissance et expertise sur la matière de la gestion des sinistres. Sur les incivilités, on n'a pas de stats. On ne suit pas ça. Par contre, c'est clairement, on parlait des collectivités, de l'assurabilité des collectivités territoriales, on a clairement un sujet social d'assurabilité lié au phénomène d'émeute. J'élargis les incivilités à un système plus large. Et c'est en débat actuellement d'ailleurs au Parlement. Très bien. Merci pour cette question. Une autre question? Oui. Oui, bonjour. Aussi une question pour Monsieur Delcan. Vous parliez Il a bien fait de venir. Oui. Vous parliez tout à l'heure des essais de brûlage qu'il va y avoir dans le 91 avec une nouvelle technique de lance. Justement, les pompiers suisses se sont fait financer par les assureurs qui contribuent pleinement au financement du SDIS là-bas. Ce genre de nouvelles lances, de nouveaux matériels innovants qui coûtent relativement cher pour les SDIS. Alors ma question se dirige aussi un peu vers l'inspecteur général. Est-ce qu'il est prévu un jour, dans un monde idéal, que les assurances
finance de façon plus directe les SDIS. Alors bien sûr, ça nous amènerait peut-être à une obligation de résultat, alors qu'aujourd'hui on est plutôt sur une obligation de moyens. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est entendable pour vous, assureurs? Et puis au niveau de la DG, est-ce que c'est quelque chose qui est aussi qui pourrait ressortir d'un Beauvau de la sécurité civile, par exemple? Alors, je vais répondre à la première. Vous l'avez vous-même dit, obligation de résultat. Et là, clairement, il faudra appliquer des méthodologies, notamment sur le coût du sauvé, sur quel modèle, sur la base de données fiables, pertinentes, universelles, avec des proof of concept, des preuves du concept que ça marche, le valider, le faire connaître, enfin bref, tout un déroulé qu'en industrie on maîtrise. Deuxièmement, et là c'est plus philosophique comme question, est-ce que on peut aller jusqu'à la privatisation d'un service régalien de l'État? Alors ça c'est une vraie question, mais par exemple, les assureurs suisses ont compris qu'en payant une lance 80 000 ou 100 000 euros dans un engin, justement en termes de valeur du sauvé, on était plus efficace et on économisait en impact économique et sociétal 4 fois plus ou 10 fois plus, quoi. Ben là, l'exemple que j'ai donné sur le 1091, c'est alors dans une moindre mesure, on est à 10 fois moins de 100 000 euros, mais on finance effectivement le retraitement des batteries liées au test qui va se passer dans le 91. Donc c'est des pistes, mais c'est des pistes où nous, on est plutôt sur des réflexions sur la prévention plutôt que sur l'action. Parce que si on arrive à diminuer le nombre de sinistres et leur coût, et bien effectivement tout le monde est gagnant. Mais ça, pour y arriver, il faut travailler sur tout ce que j'évoquais précédemment, sur les batteries, sur le bois, sur les panneaux photovoltaïques, sur là il y a des problématiques de passer de bureau en logement, les propositions de loi qui sont en cours, ça crée des problèmes d'incendie. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là qu'il faut qu'on travaille ensemble, et effectivement on s'implique sur les différents sujets. On a beaucoup travaillé sur l'arrêté, je ne sais pas où il en est, de l'ERP Bois, qui devrait être publié prochainement, j'espère. Mais... Alors, donc réponse de Christophe Descamps, réponse de Bertrand Vidot. J'ai le micro. Alors, vous avez deux réponses en tant que telles qui se complètent. La première, on est tous attachés dans cette salle, nous sommes en fait au principe même du service public, aux valeurs du service public, quand bien même le principe d'égalité pourrait se trouver parfois relativisé sur certains territoires. Donc ça fait pas partie effectivement des pistes qui sont envisagées. En revanche, comme l'a dit tout à l'heure le président, donc on doit agir sur les deux jambes, hein, si je reprends un peu le sujet du financement, puisque c'est directement lié, c'est maîtriser effectivement la dépense, donc faire mieux. Donc là, c'est de la massification. Vous avez cité une lance, ok, c'est super, vous faites sur un territoire. L'idée, c'est de le massifier. Tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, on a fait ensemble, donc, il y a eu une réussite collective, commune, collectivité locale, État, service d'incendie de secours, DGS-CGC, je parlais des pactes capacitaires. Donc dans les pistes qui sont effectivement évoquées sur le sujet du financement, qui sont portées par le directeur général, le comité des financeurs devrait se réunir dans quelques semaines, donc on y travaille. Donc ça amènera en fait à aller chercher un certain nombre de financements. Les assureurs seront probablement sollicités. Moi, je ne suis qu'un des acteurs de l'État. Il y a beaucoup d'autres acteurs d'État qui doivent rentrer effectivement aussi dans la discussion. Pour autant, l'agilité sur les territoires, le faire ensemble, on peut déjà faire un certain nombre de choses. Vous avez cité cet exemple avec le 1091. On a probablement aussi à faire en sorte qu'on puisse, et ça rejoint tout ce qu'on s'est déjà dit sur le partage, le faire ensemble, et peut-être cette notion d'expérimentation par un SIS, le faire partager à d'autres. Dans le département de la Somme que j'ai servi, on avait effectivement développé tout ce qui était lance à haute pression. Et là aussi, il y a probablement des enjeux sur le mieux dépenser. Donc là, on a parlé de lance. Il y a les lances diffusion diphasique. Merci, je sais que les camarades de la VSVP sont là. Des sujets. Donc on a aussi à agir sur nos méthodes, sur nos actions, sur nos outils. Pour autant, de dire qu'effectivement, on doit changer complètement la gouvernance des services d'incendie de secours. Le président l'a dit, ils sont très attachés, les élus locaux sont très attachés, nous sommes très attachés effectivement à cet ancrage territorial. Il faut trouver des solutions, donc c'est tout l'objet du Beauvau de la sécurité civile, et on doit le faire avec l'ensemble des composantes de la nation. Vous avez intérêt bien sûr à ce qu'on puisse les uns les autres trouver effectivement des objectifs communs partagés. Après c'est comment le faire
Et donc c'est des équilibres à la fois financiers, vous avez dit c'est des phases communicants, c'est difficile en tant que tel de dire, mais aujourd'hui, sur la production de richesse que nous avons dans le pays, oui, il faudra peut-être prendre à l'un pour faire moins pour l'autre, certainement. On ne pourra pas tout faire, donc c'est très clair. Voilà un peu ce que je peux vous amener comme élément. On peut renverser la maison, mais il y a des choses qui fonctionnent. Stéphane l'a dit tout à l'heure, le service d'incendie de secours aujourd'hui en France, quand on fait le 18, les camions ils partent. Voilà, je terminer mon propos ici. On peut avoir des contentieux, mais les camions partent. C'est pas forcément le cas sur tout l'ensemble du panel de services publics sur cette réponse opérationnelle, et ça va mettre à votre crédit, et donc je vous en remercie. Merci Bertrand. Merci. Une dernière question. Allez, on prend juste une dernière question, juste là. Oui, bonjour, lieutenant-colonel Sébastien Bourdin du SDIS de l'Indre. Alors, effectivement, le partage de données, bon, je pense dans le processus incendie, on est une mission, c'est notre mission propre, donc je pense qu'on est présent au départ des projets, dans la prévention, dans la conduite opérationnelle le jour J, plus après le travail de retour à la vie normale. Autant aujourd'hui, on a du mal localement à partager nos données avec la santé. Donc, valoriser le coût du sauvé en termes d'incendie, risque naturel, on participe aujourd'hui. On a vu dernièrement la classification des massifs à risque dans les départements. Mais au niveau de la santé, en fait, on vit entre un monde de données santé du monde libéral, pour lequel on a très peu de données partagées. Lorsqu'on fait les conventions triparties, avoir des données de la CPAM, avoir des données réelles de l'ARS, c'est très compliqué. Et après, on a très peu de données en fin de processus, c'est-à-dire qu'on dépose une victime au centre hospitalier et après, plus rien. Donc on fournit de la donnée, on partage la donnée, malgré effectivement les règles RGPD qui nous imposent beaucoup de choses, mais aujourd'hui il sera très difficile pour nous de valoriser notre action sur le secours à personne en l'état actuel des choses, et pour autant ça représente 85% de données SGA et GE. Donc est-ce qu'aujourd'hui en termes de réflexion interministérielle, il y a des évolutions à ce sujet-là, puisque c'est vraiment une difficulté aujourd'hui en termes de production et de partage lorsqu'on fait nos fameux comités de suivi secours à personne, où on se focalise sur nos évolutions carences, qui en fait sont des datas de fin de processus, et on a très peu le début du processus qui engage nos missions subies. Bertrand ? Oui. Je ne vais pas vous répondre avec une solution bien ficelée, mais c'est un des enjeux majeurs en fait du Beauvau. Ça a été répété à différents niveaux en tant que tel, tant les présidents de conseil d'administration se sont exprimés sur le sujet du secours à personne, du secours d'urgence en tant que tel. C'était fait par les directeurs, c'était fait par les associations représentatives des sapeurs-pompiers, de l'ANSIS, la Fédération nationale. Tout le monde partage ce que vous venez de décrire. Le tout est de faire admettre en fait à nos collègues d'en face en tant que tel ce constat-là, de partager et d'agir en fait. Parce que comme l'a dit Stéphane, on va dans le mur tout ça, à continuer comme ça, 85%. Quand moi j'ai commencé ma carrière, mais comme vous, je pense qu'on n'y était pas à 85%, j'étais peut-être même pas à 50% en fait de l'activité opérationnelle d'un SIS. Donc aujourd'hui, oui, le secours d'urgence, donc le recentrage de la mission, le secours d'urgence doit être revisité de A à Z, ce qui permettra effectivement, de retrouver la maîtrise de l'engagement. On y va parce que c'est notre mission et pas autre chose. Et donc là, j'agis sur la dépense, président, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc ça, c'est un des enjeux majeurs. Alors, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. On n'a pas encore l'ensemble des partages. Il y a déjà des travaux interministériels avec la santé sur le sujet. Donc notre principale difficulté sera de convaincre effectivement nos collègues de la santé, quel que soit en fait leur rang, quelle que soit leur localisation géographique, de faire différemment le secours d'urgence, parce que dire qu'aujourd'hui ça fonctionne, c'est pas vrai. Dans beaucoup d'endroits, nous avons des temps d'attente aux urgences, nous avons ce que vous avez cité, cette fameuse carence ambulancière, rien que le fait de la consacrer, je pense que c'est une difficulté qu'on s'est créée. Donc le recentrage sur nos missions est probablement quelque chose qui est recherché, qui est poussé, et les équipes de la direction générale ils travaillent avec les autorités ministérielles, et le jeu interministériel interviendra quand les autorités de l'État en fait le mettront en œuvre.
Et on rappelle quand même que le partage de la donnée, notamment avec les CHU, la CPM, etc., ce sont des données sensibles, c'est extrêmement compliqué. On parle notamment de souveraineté des données, et je peux vous assurer qu'avec la situation géopolitique actuelle, que ce soit entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie, c'est d'autant plus compliqué. Mais cette question, elle est très pertinente, ça fera aussi peut-être l'objet d'échanges pendant les ateliers durant ces 2 jours. C'est tout l'objet de ces rencontres nationales, et on va remercier nos intervenants pour l'ensemble de ces échanges passionnants. Merci à vous.